Bonsoir à tous. À la une de ce journal, 2 régions cristallisent les batailles pour les sénatoriales 2018. 6 formations politiques se disputent. 14 sièges de sénateurs mis en jeu dans le littoral et l'Ouest. Après 5 ans passés au Sénat, certains parlementaires RDPC n'ont pas été investis. Dans ce journal, vous suivrez certainement le Conseil électoral expliquer les raisons du rejet de 5 listes de candidats. À l'heure où le contentieux préélectoral pourrait s'ouvrir, une question taraude l'esprit des Camerounais. Où va siéger le Conseil constitutionnel? La question embarrasse les pouvoirs publics. Les scénarios envisageables sont analysés et décryptés dans ce journal. Autre titre phare du 20h, des femmes et des enfants sont de plus en plus lésés lors du partage des biens après le décès de leur mari. Les batailles pour l'héritage et la succession ont explosé dans les juridictions dans la région de l'Ouest. Vous suivrez dans ce journal des femmes magistrates dénoncer le poids des traditions, également des portraits des femmes qui ont réussi dans leur domaine d'activité. C'est à suivre dans le dossier consacré à la Journée internationale de la femme. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. 2 régions cristallisent déjà ces batailles pour les sénatoriales prévues le 25 mars prochain. Il s'agit du littoral et de l'Ouest, 2 régions où 6 formations politiques se disputent. 14 sièges de sénateurs mis en jeu pour ces sénatoriales 2018. Et après 5 ans passés au Sénat, certains parlementaires RDPC n'ont pas été investis. C'est du moins ce qui ressort de la publication de la liste des candidats pour les sénatoriales 2018. Et le Conseil électoral a tenu à s'expliquer sur le rejet de 5 listes de candidats. Des précisions avec Bizogo dans ce reportage. Le jour des résultats, pour gagner le droit de concourir au sénatorial, Elekama a pris son temps pour délivrer la liste des admis. Un conseil électoral qui a tiré en longueur a précédé la publication des listes. Il en ressort la sanction suivante. Le conseil électoral a réussi 42 listes de candidats. Après examen, 36 listes ont été acceptées, c'est rejeté et le conseil électoral a enregistré un désistement du parti politique dans la région du centre. Dans le détail, le RDPC et l'UNDP sont les seuls partis devant concourir au scrutin sénatorial dans les 10 régions. Le SDF, qui les talonnait dans 9 régions, recule d'une unité après son désistement dans le centre. Quant aux recalés, Elekam précise les voies de recours qui s'offrent à eux. Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou symbole adapté par un candidat sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour la dite élection dans un délai maximum de 2 jours suivant la publication des candidatures. Les partis politiques présents, 2 en l'occurrence, l'UNDP et l'UDC, affichent leur satisfaction. Nous avons l'habitude de mettre le sérieux dans ce que nous faisons. Nous avons préparé de bons dossiers, nous avons sélectionné de bons candidats, nous avons mis le soin nécessaire à nous assurer que toutes les pièces des dossiers étaient conformes à la loi électorale. En conséquence, nous sommes venus simplement prendre acte de cette étape. Je suis fier et content, les militants de l'UDC avec, au premier plan le président national qui nous a mandaté de venir à cette séance de présentation des listes validées. Parce que les 2 listes de l'UDC ont été validées. Donc c'est un sentiment de satisfaction au sortir de ces réunions. Désormais, la campagne électorale peut battre son plein pour le scrutin qui aura lieu le 25 mars prochain. Où va siéger le Conseil constitutionnel pour statuer sur le contentieux préélectoral? Aucune réponse claire n'a été donnée jusqu'ici. La présidente de la République ne cache pas son embarras et selon certains observateurs, la Cour suprême pourrait abriter ce Conseil constitutionnel. Des précisions avec Marcelin Gansop dans ce reportage.
Après les 11 membres du Conseil constitutionnel mardi, c'était au tour du secrétaire général de prendre officiellement fonction ce mercredi à Yaoundé. Une prise de fonction qui a coïncidé avec la publication par Elecam de la liste des candidats retenus pour les élections sénatoriales du 25 mars prochain. Mais avant, il n'est pas exclu que le Conseil constitutionnel entre en scène pour vider le contentieux préélectoral. Dès lors, la question qui taraude les esprits en ce moment est celle de savoir où siégera le dit Conseil. Joint au téléphone, l'un des membres nous confie que le dossier est encore en étude à la présidence de la République. Pour un aboutissement, croit-il savoir, qui ne saurait tarder. Notre interlocuteur poursuit en indiquant que la question du siège ne devrait pas se poser. Le Conseil constitutionnel, ne comptant que 11 membres, plus le secrétaire général, ajouté au personnel d'appui, dont le nombre ne devrait également pas être élevé. Il ne devrait donc pas manquer de lieu pour caser tout le monde. En attendant, les spéculations vont bon train. Certaines attribuent l'installation du Conseil constitutionnel au siège du Conseil économique et social. C'est ici que le Sénat, qui n'a pas de domicile fixe depuis sa création, a pu enfin obtenir une centaine de bureaux, si l'on s'en tient aux dernières déclarations de Marcel Nyat Difendi lors de la cérémonie des vœux 2018. D'autres indiscrétions laissent penser que le Conseil constitutionnel pourrait bien trouver des bureaux à la Cour suprême. C'est d'ailleurs dans l'une des salles de cette haute juridiction que devraient se tenir les audiences chaque fois que le Conseil constitutionnel sera saisi. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas dans la rue que travaillera l'équipe que chapeaute le magistrat Clément Atangana. D'ici les premiers contentieux liés aux élections sénatoriales, l'on sera certainement fixé sur le futur siège du Conseil constitutionnel, qu'il soit définitif ou non. Je vous le disais en titre, la femme, des femmes et enfants sont de plus en plus lésés dans le partage des biens après le décès du mari. Ces batailles pour les successions et l'héritage ont explosé dans les juridictions de la région de l'Ouest. Des femmes magistrates dénoncent le poids des traditions et la cupidité de certaines familles au détriment des réels héritiers. Dallas Tiana et Jean-Paul Chouniat. Le nombre de femmes et filles lésées dans le partage d'héritage croît de plus en plus dans la région de l'Ouest. Conséquence, palables et procès inondent les tribunaux, révèlent les milieux de la justice. La polygamie est très répandue à l'Ouest et les gens meurent sans testament. Avec beaucoup de femmes, en laissant beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, c'est des problèmes. Que malgré la panoplie des textes qui régissent les successions, la femme continue à faire l'objet des discriminations. Et ces discriminations sont plus remarquées du côté de la coutume. La situation s'empire avec le phénomène d'héritier principal, un concept du quartier en marge du droit sur la succession. Les biens de la succession qui sont réservés à tous les enfants, ils s'approprient souvent ces biens à leur compte personnel. On a vu des cas où ils immatriculent les terrains, ou vendent même les maisons que le père a laissées pour leur compte personnel et non pour le compte de la succession. Ce sont là autant d'entorses au partage équitable des biens aux ayants droit. Pourtant, le législateur a légiféré sur la question jusque dans les moindres détails. La loi prévoit que la femme a droit à la succession de son défunt époux. Même si c'est dans la polygamie, chaque femme a droit à l'héritage. Elles ont le droit d'usufruire. Pour cette 33e journée internationale de la femme, les femmes du corps de la justice appellent les femmes de l'Ouest à prendre en main leur destin. Si vous travaillez à la justice et que vous recevez des usagers qui sont des femmes, au moment de les écouter, vous pouvez profiter pour leur dire ce que la loi prévoit pour elles. Donc les femmes même doivent chercher où se trouvent les conditions pour améliorer leur situation. La sensibilisation pour la défense des droits de la femme et des filles dans la succession doit être un combat permanent et non une préoccupation de l'instant d'une édition de la Journée internationale de la femme, conclut les femmes du corps de la justice. Dans la préfectorale, l'administration territoriale se féminise. Cécile Biélé est sous-préfet de l'arrondissement de Biyoura dans le département du Nyong-Ekele. Malgré l'enclavement de cette localité et l'insuffisance des infrastructures, cette femme, chef de terre, reste déterminée à valoriser cet arrondissement. Reportage Joël Niem et Gladys Sidi.
Comment gérer le commandement et la vie de famille dans un arrondissement qui peine à sortir du sous-développement, de l'absence de route et de manque de bureaux administratifs? Céline Biélé-Lesouga, à la tête de l'arrondissement de Bioura, n'a pas le temps de pleurer sur son sort, malgré les difficultés auxquelles elle est confrontée depuis sa prise de fonction. Je voudrais que l'arrondissement de Bioura sorte d'abord de sa léthargie et puis de son sous-développement. Je dois travailler et je me dois de me donner les moyens de travailler, quitte à faire des sacrifices. En tant que femme, il y a plus de défis à relever. Donc cela appelle à une organisation très rigoureuse. Donc j'essaie de faire la part des choses entre le travail qui m'interpelle dans le cadre du commandement et le travail qui m'interpelle dans le cadre du foyer. Avant d'être sous-préfet, je suis une épouse, je suis une mère. Le sous-préfet de Bioura ne s'est pas retrouvé là par hasard. Très exigeante envers elle-même dans la vie de tous les jours, Madame le sous-préfet de Bioura a un réel amour pour son métier. On ne vient pas au commandement par dépit, on ne vient pas au commandement faute de mieux, on vient au commandement par conviction. Il faut que j'ai aimé ce travail que je fais pour prendre sur moi de partir de ma résidence à 1h du matin, laissant enfants et pour aller pourchasser des contrevenants à une décision, et j'accorde une très bonne marge aux imprévus. Parce que vous allez souvent entendre demander à un sous-préfet comment se porte son unité. Il va toujours vous répondre, l'unité se porte relativement bien. Donc nous relativisons toujours. Parce qu'à tout moment, un événement vient bouleverser tout ce que vous aviez cru avoir arrangé. C'est pratiquement un travail de guerrière qu'elle abat au quotidien, malgré les moyens réduits dont elle dispose. Dans l'avancement de Bioura, à la sous-préfecture, nous n'avons pas d'outils de travail adaptés. Nous n'avons pas de machines, comme on appelle vulgairement. Les fonctionnaires affectés à Bioura ne peuvent pas se loger décemment. Ils sont obligés de partir, qui des États, qui des Yaoundé, qui de Douala pour venir travailler. Je rencontre une difficulté qui est particulière au département. C'est-à-dire que les populations ont du mal à s'arrimer. La malmesse a du mal à prendre. Donc j'ai un problème avec les mentalités de mes populations. Situé dans le département du Nyong-Ekeli, dans la région du centre, l'arrondissement de Bioura est un grand bassin de production agricole. Céline Biélé-Lesouga occupe les fonctions de sous-préfet de Bioura depuis le 22 mai 2017. Vous l'avez vu, elles sont nombreuses ces femmes qui, de plus en plus, embrassent des métiers réservés jusqu'ici aux hommes, ingénieurs dans le domaine du génie industriel, mais aussi spécialistes des questions de sécurité, d'hygiène et d'environnement. Elles sont également au sein des postes de direction du Douala International Terminal, deux dames du DIT qui ont choisi de partager leur expérience et leur quotidien professionnel avec nos reporters. Reportage. Isabelle Michel ne contemple pas l'engin. Elle donne les directives à son collaborateur pour son utilisation. À 33 ans, l'ingénieur du génie industriel, rencontré en zone portière à Douala, s'occupe du département technique de DIT, Douala International Terminal. Je suis Isabelle Michel Pachon-Bundi, ingénieure de formation. Je suis maman d'une petite fille de 3 ans. J'ai été formée à l'Institut UCAL-Kikam. J'ai fait mes 2 premières années à Pointe-Noire, mais essentiellement de la 3e à la dernière année ici à Douala sur le campus du Cameroun. J'ai bénéficié d'une bourse de formation du groupe Bolloré en 2004, de 2004 jusqu'en 2007, année de ma diplomation. Et depuis 2014, j'ai rejoint DIT comme directeur technique. Isabelle Michel est une passionnée du métier qu'elle a choisi.
Une passion née de l'activité que menait déjà son géniteur. Mais ce qui m'a passionné, c'est mon père. Je l'ai vu faire. Il était directeur technique, ingénieur polytechnicien formé au Cameroun comme moi. Et il m'a tout de suite transmis la passion de ce métier. Sur le terrain des opérations comme au bureau, le directeur technique organise son travail dans un département composé en majorité d'hommes. Donc il faut démystifier ce genre de métier. Homme comme femme, dès que vous avez de l'intelligence, dès que vous savez comment faire votre métier, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de métier pour moi dit d'homme. Quand on parle de manipulation de moteur, d'engin, on peut se dire il faut du muscle, il faut de la force physique pour pouvoir travailler. Mais non, ce n'est pas le muscle qui porte le moteur. Pour s'en sortir et au-delà de ses compétences, Isabelle est appelée à manier le bâton et la carotte pour mieux gérer ses collaborateurs afin d'atteindre ses objectifs. Il ne suffit pas de les brimer, il ne s'agit pas de venir jouer au grand chef, non. Vous leur montrez que vous connaissez le métier, vous savez de quoi vous parlez, vous pouvez les accompagner, les leader, être des coachs pour eux, les accompagner dans leur formation et dans leur propre parcours professionnel. Ainsi, ils vous accordent toute votre attention, toute leur attention et toute leur confiance. Alors que la femme est à l'honneur au cours de ce mois de mars, cette maman d'une fillette de 3 ans parvient à concilier sa vie professionnelle et sa vie de famille. Je reste directeur technique, ingénieur, maintenancier, ce que vous voulez dans le cadre de mes fonctions ou à l'intérieur du site de DIT. Mais dès que je traverse le portail, quand je rentre à la maison, ma petite fille de 3 ans ne cherche pas à savoir si je suis ingénieur, si je suis directeur. Si elle veut que je l'aide à faire ses devoirs, je dois l'aider à faire ses devoirs. Isabelle Michel n'est donc pas la seule à exercer le métier dit d'homme. Viviane Mbe Ewolo est chef de département qualité, sécurité et environnement à DIT, Douala International Terminal. Je me retrouve dans ce genre de métier quand même pendant mon enfance. J'ai toujours été dans le fait des choses que j'étais toujours femme. Parce que le bac, j'ai fait le géologie et mine. À l'université licence, j'ai fait aussi le géologie et mine. Et quand mon deuxième degré, j'ai fait le petroleum engineering. Et j'étais la première fille, j'étais la seule fille dans ces classes. Cette autre femme, pétrie de connaissances, parcourt tous les postes de contrôle de la zone portuaire pour s'assurer du respect des règles de qualité, hygiène et sécurité environnement. Une tâche implémentée par des hommes. Dans mon département, je coordonne 9 personnes. Je m'en sors avec les hommes parce que quand je les regarde, en face de moi, ce n'est pas les hommes, ce sont les collaborateurs. Tous les matins ou presque, Viviane Mbe organise les activités à mener sur le terrain avec ses collaborateurs. Comme écrit, ça commence à 7 h, ça finit à 19 h. Mais parfois, on peut travailler jusqu'à 2 h, on peut travailler même jusqu'à le lendemain. Ça dépend de la situation qu'on a en main. C'est dans une ambiance de respect mutuel que les activités se déroulent dans ce département dirigé par une femme. Cette mère de 3 enfants qui n'oublie pas ses obligations conjugales. Le temps que je mets au travail et ma famille connaît la qualité de travail que les mamans font. Donc c'est pour dire que si mon téléphone sonne, tout le monde se tait. Et c'est que maman veut travailler. Non, je suis une femme extrêmement soumise à la maison parce que première chose, je suis chrétien et je sais que la Bible dit qu'une femme doit être soumise et doit respecter son mari. Comme bien de femmes qui ont embrassé les métiers jadis réservés aux hommes, elles servent aujourd'hui d'exemple pour les jeunes en cette célébration du mois consacré à la femme. Malgré cette percée des femmes dans l'administration territoriale et des secteurs d'activité industrielle, très peu de jeunes filles bénéficient des mêmes opportunités d'éducation que leurs frères garçons. Pourtant, elles ont des compétences et des talents pour réussir sur le plan socio-professionnel, mais des femmes préfèrent souvent orienter leurs jeunes filles vers des tâches ménagères et souvent des mariages précoces. Elles ont été édifiées sur l'importance d'offrir les mêmes chances de réussite aux femmes, aux jeunes filles, mais aussi à leurs garçons. Reportage d'Alaskana et Jean-Paul Chouniat. À ce bouquet final en prélude au défilé marquant la 33e édition de leur journée, les femmes ont un peu mis de côté leurs revendications bruyantes d'égalité de sexe pour démontrer leur capacité à rivaliser d'adresse sur des terrains généralement considérés comme chasse gardée des hommes. Tenez par exemple l'épreuve du bras de fer, le choc des biceps n'a rien à envier aux hommes. Cette adresse, elle le démontre aussi à la course du sac, le tir à la corde, à la suite des sports collectifs. Les femmes se distinguent aussi en sport individuel, démonstration d'arts martiaux et courses de fond.
Les femmes de Bafoussam 3e montrent leur talent dans l'interprétation des pièces comiques, d'autres mimant même les chorégraphies de Zanzibar et Atébas, de grands musiciens camerounais qui ont fait les beaux jours du rythme Bikoutsi avec le groupe Les Têtes Brûlées. Dans ces festivités, la petite fille, future femme et mère au foyer, a déjà son mot à dire des déceptions sentimentales qu'endurent souvent les femmes. La différence qui est faite au sein des familles entre les garçons et les filles, cette journée nous permet de présenter ça afin que des changements puissent être apportés. Ce sont là aussi autant de prouesses qui émeuvent la première dame de la région de l'Ouest. Et pour récompenser les efforts de toutes ces braves et vaillantes femmes, elles reçoivent trophées et enveloppes en guise d'encouragement pour les éditions futures. Le seul et grand moyen pour les femmes de s'épanouir, c'est d'être en activité. C'est la raison pour laquelle on a estimé qu'en mettant le sport au-delà, on allait toucher le grand nombre de personnes et faire passer le message qui était le nôtre. Clôturant cette semaine d'activité, les femmes de l'arrondissement de Bafoussam 3e promettent de festoyer en toute dignité et responsabilité le soir du 8 mars, apothéose de célébration de la 33e journée internationale de la femme. Dans l'actualité, le Cameroun continue de s'éloigner des routes de l'émergence économique. La sous-consommation du budget d'investissement public et la mauvaise exécution des projets continuent de plomber les ambitions du pays. 50% de ces projets en question sont immatures. La faute à l'incapacité de certaines administrations à pouvoir concevoir et réaliser des études de faisabilité de ces projets de développement. Des experts du ministère de l'économie ont été conviés pour corriger dans l'urgence ces différentes anomalies. Reportage, Élisée Bokba et Marcelin Gansop. Le directeur de l'économie et de la programmation des investissements publics n'est pas allé du dos de la cuillère pour indiquer que la moitié des projets et activités programmés au Cameroun souffrent d'une absence criante de maturité, qu'il s'agisse des études, des constructions, des réhabilitations, des aménagements, que des acquisitions d'équipements. C'est quasiment la même rengaine. À titre d'illustration, sur les 1752 projets et activités d'investissement programmés sur la période 2018-2020, à peine 50% sont complètement matures. 24,5% présentent une maturité partielle, pendant que 24% jouissent d'une maturation qui n'est même pas encore amorcée. On comprend dès lors pourquoi l'exécution du BIP piétine d'un exercice à un autre, avec des pratiques devenues récurrentes, telles que l'abandon des chantiers, la sous-consommation du budget d'investissement public, la multiplication des avenants, ainsi que des rallonges de délais. C'est donc pour inverser cette courbe et donner au projet plus de chances d'aboutir que le ministère de l'économie a décidé d'accompagner les différentes administrations dans le processus de maturation de leur projet sur le triple plan technique, administratif et financier. C'est un accompagnement qui se veut permanent, sans constituer un obstacle au déploiement des divisions des études et des directions des affaires générales, des administrations et autres institutions publiques concernées. Par leur travail, les experts du MINEPAT doivent, entre autres, contribuer à l'identification et au montage des projets, appuyer la préparation des éléments de maturité et vulgariser les normes et procédures publiques de maturation des projets au sein des différentes administrations. L'objectif final étant d'améliorer la performance des projets d'investissement public au Cameroun. Cela passe par la mise à disposition de suffisamment de moyens, autant matériels que financiers, dédiés justement à la maturation des projets. C'est l'un des freins qui justifie le faible taux de maturité qui tourne autour de 50%. C'est un sujet tabou chez des couples camerounais. La faiblesse sexuelle et bien sûr l'absence de désir sexuel sont souvent des sources de conflits et de séparation. Très peu savent que ces problèmes d'ordre sexuel sont la conséquence de l'hypertension et de l'obésité. Les médecins révèlent que des hommes hypertendus et victimes d'obésité sont confrontés à ces réalités. Farel Bounia et Flavien Valondongo. Des populations noires qui souffrent de l'hypertension et grave encore de l'obésité sont pour la plupart victimes de dysfonctions érectiles. Ça affecte le système nerveux, la fonction érectile et même la circulation du sang au niveau des artères qui assurent l'orgasme.
Donc l'obésité aura un impact direct sur le dépôt des graisses au niveau des artères péniennes qui irriguent les verges. Donc c'est vraiment une maladie qui affecte la sexualité et ça favorise également le développement de l'hypertension, du diabète, qui sont des facteurs établis aujourd'hui des troubles des sons chez l'homme. Les médecins qui le révèlent soulignent par la suite que les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires n'ont pas que l'impact négatif sur la sexualité masculine, mais également chez la femme. 80% souffrent de ce qu'on appelle le syndrome d'apnée de sommeil. En journée, elles somnolent et consomment des boissons sucrées pour rester éveillées et ça augmente le risque de diabète chez elles, le risque d'hypertension et ça affecte l'humeur. Et l'humeur, une fois affectée, elles n'ont plus le désir de sexe. La plupart du temps, c'est des femmes qui ont un désintérêt pour le sexe. Et une fois que l'obésité est corrigée, elles retrouvent toute leur vitalité, tout leur engouement. Pour le psychiatre, les causes de dysfonction érectile chez la personne qui souffre de l'hypertension ou de l'obésité, elles sont aussi psychologiques, d'où la présence massive et régulière des hommes chez les urologues. On arrive souvent chez l'urologue ou chez le gynécologue en disant « j'ai des difficultés érectiles, j'ai des difficultés à avoir l'orgasme, mon épouse n'est pas satisfaite ». Mais la base a souvent été négligée 5-10 ans auparavant. Donc le vrai travail est dans la prévention et quand la maladie est déjà là, de prévenir ses conséquences. Éviter ces maladies métaboliques, c'est respecter les prescriptions médicales. C'est un problème actuellement bien connu, bien codifié. On sait qu'un diabétique, le diabète se complique des troubles microvasculaires, des neuropathies qui peuvent affecter l'érection. Donc il y a énormément de situations dues à ces maladies métaboliques, mais réversibles bien sûr. C'est donc là l'une des missions de la Fondation camerounaise du cœur, elle qui ne souhaite plus entendre les pleurs des hommes victimes de dysfonctions érectiles. La pratique du sport, et selon les médecins, reste le premier médicament contre la perte de performance sexuelle chez l'homme. Ils ont pour principale mission défendre les populations contre les assaillants séparatistes dans les régions anglophones et la secte islamiste Boko Haram à l'extrême nord du Cameroun. Les nouveaux commandants des régions militaires et légions de gendarmerie ont été installés ce jour à Douala en présence du ministre chargé de la Défense. Des précisions avec Julienne Berthebissaille et Innocent Abega. Le Cameroun est en guerre. Les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord sont de plus en plus le théâtre des affres des séparatistes et de la secte islamiste Boko Haram. Pour mettre fin à leurs exactions, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, a fait le déplacement à Douala pour installer les nouveaux responsables militaires redéployés sur le théâtre des opérations. Nommé il y a 2 semaines, le général de division Salim Mohamedou, commandant de la 2e région militaire interarmée, le général de brigade Tungé Elias, commandant de la 2e région de gendarmerie, le capitaine de vaisseau Kinfak Ndongmo, commandant des forces de surface, le lieutenant-colonel Nge Bara, commandant de la base aérienne 201, et le colonel Bomo Syriac Patrice, chef de division régionale du secrétariat d'État à la Défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, ont pris le commandement ce jour. De par le président de la République, vous reconnaissez désormais pour votre chef, commandant la 2e région militaire interarmée, le général de division Salim Mohamedou, ici présent. Vous lui obéirez à tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois de la République du Cameroun. Général de division Salim Mohamedou, point de commandement. La 2e région militaire interarmée, commandement. Parlez! Reposez!
Le patron de la défense, qui félicite le travail qu'abattent ces valeureux soldats au quotidien, n'a pas manqué de leur rappeler la lourde responsabilité qui est la leur. Vous êtes chargés de la sécurisation des axes et entrées situés le long de la frontière avec le Nigeria. La planification en liaison avec le corps Rémi de l'exécution des missions de sécurité et de défense. Vous devez également mettre à la disposition de la justice, sans faiblesse, sans état d'âme ni complaisance, tous les hors-la-loi et les contrevenants aux lois de la République du Cameroun. Et mettre un terme aux comportements peu orthodoxes, notamment le racket des usagers de la voie publique. La deuxième région militaire interarmée Rémia 2, qui couvrait jusqu'ici les régions administratives du littoral, sud-ouest, ouest et nord-ouest, avec poste de commandement à Douala, couvre désormais les régions du littoral et du sud-ouest. Dans l'escale internationale, Joseph Kabila, de plus en plus isolé, continue de s'accrocher au pouvoir. Le chef de l'État congolais a lancé une diplomatie offensive auprès de ses pairs de la sous-région des Grands Lacs. Objectif, expliquer les raisons de son maintien au pouvoir. Pourtant, son mandat présidentiel a pris fin en décembre 2016. Explication avec Serge Alain Otto. 15 années au pouvoir pour Joseph Kabila, c'est insignifiant à côté du nombre d'années passées par certains de ses pairs d'Afrique centrale et australe. Une longévité dépassant parfois l'âge de Jésus. Le fils de Laurent Désiré Kabila a choisi pour se maintenir encore plus au pouvoir de lancer une véritable offensive diplomatique en direction de certains pays d'Afrique. Du frère siamois de Brazzaville au Zimbabwe, en passant par le Gabon et l'Angola, Joseph Kabila est depuis quelque temps en quête de soutien. Les chefs d'État à qui il essaye d'expliquer les raisons du non-respect de la principale résolution de l'accord politique du 31 décembre 2016. Le chef de l'État congolais s'était engagé à tenir une élection pour choisir son successeur avant 2017. Las de voir Joseph Kabila s'accrocher au pouvoir et de renvoyer indéfiniment son départ, le peuple congolais à travers des manifestations pacifiques fait entendre sa voix. Des fidèles catholiques dans la capitale Kinshasa et dans d'autres villes, après la messe dominicale, ont contribué à mettre la pression pour demander à Kabila de démissionner. La dérive autocratique constatée au Congo depuis quelques années est fermement condamnée par le Botswana qui appelle également au départ de Kabila. L'ONU, par la voix de son secrétaire général Antonio Guterres, demande à Joseph Kabila de quitter son poste de façon pacifique, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Sera-t-il entendu alors que la commission électorale chargée d'organiser le scrutin vient d'annoncer un énième report, celui-là en 2019, soit 3 années après la fin de son mandat. Un public reportage dans ce journal. La société commerciale de banque, la SCB Cameroun, récompense ses clients gagnant d'une tombola intitulée Plan Éducation. Une trentaine de clients de la SCB Cameroun qui ont reçu chacun 200 000 francs CFA et de nombreux lots en rapport avec l'éducation de leurs enfants. Reportage. La société commerciale de banque SCB Cameroun, en synergie avec Warfa Assurance Vie Cameroun, récompense les gagnants de la tombola Plan Éducation. Cette opération commerciale s'est tenue en marge de la campagne Crédit 2017 et était ouverte à tout client ayant demandé un prêt chez SCB Cameroun et souscrit au plan éducation en même temps. Les 30 gagnants, sélectionnés au terme de 3 tirages distincts, reçoivent des mains des directeurs un chèque de 200 000 francs CFA, accompagné d'un shopping bag bien fourni et d'autres gadgets. La société commerciale de banque SCB Cameroun, qui constitue le premier réseau le plus dense du pays, se veut toujours près de sa clientèle. Nous fêtons aujourd'hui donc un événement heureux. Comme vous le savez très bien, donc on a lancé un challenge au début de la rentrée scolaire pour tous ceux qui ont pris un crédit bancaire, et on a mis en place donc un tombola qui permet à 30 personnes
avec un chèque de 200 000 par personne, donc de bénéficier d'un produit de plan éducation, donc quand il est associé au crédit bancaire. C'est une occasion pour nous de manifester notre volonté aujourd'hui de nous installer définitivement en tant que banque innovante, en tant que banque qui est proche de son client, en tant que banque qui apporte des solutions, je dirais, à moyen terme et long terme à notre clientèle. Les heureux gagnants de la tombola Plan Éducation, surpris des résultats, se disent satisfaits. Je suis très ravi d'avoir gagné ce tombola parce que je n'y croyais pas au départ. Un jour, je suis allé voir mon gestionnaire, il m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose qui était très important. Il fallait souscrire par rapport à l'éducation de l'enfant. Je n'y croyais pas. Lorsque j'étais en salle, puisque je suis enseignant, le téléphone a sonné, il m'a dit que j'ai gagné. Je n'ai pas su comment et quand est-ce que j'ai gagné, mais j'étais tellement ravi. Lorsque je suis passé le voir, il m'a fait comprendre qu'effectivement j'étais parmi ceux qui ont gagné les 200 000 francs. Ça fait chaud au cœur et aujourd'hui c'est une réalité. Je me suis déplacé de Bafoussam pour Douala pour confirmer ce qu'il m'a dit et je crois que ma satisfaction est vraiment de taille. Wafa Assurance Vie Cameroun, filiale du groupe Wafa Assurance, ambitionne augmenter le taux de pénétration de l'assurance vie sur le marché SCB. Nous avons démarré nos activités sur deux catégories, on va dire, de produits assurance vie. La première catégorie étant l'épargne, à travers des produits comme Plan Éducation, produit pour lequel on est là aujourd'hui. Le deuxième produit, c'est un produit d'épargne retraite, âge d'or. Et un troisième produit de capitalisation qui est Capital Plus, un produit de placement et d'investissement. Nous avons des ambitions sur le marché camerounais, c'est d'augmenter le taux de pénétration de l'assurance vie, dans un premier temps sur le marché de SCB ou la clientèle SCB Cameroun. Le plan éducation, produit épargne mis en place par Wafa Assurance Vie Cameroun, permet aux clients de constituer progressivement une économie de fonds au profit d'un enfant bénéficiaire. Cette épargne permettra ainsi à l'enfant de poursuivre ses études supérieures et facilitera son insertion dans la vie active. Avec la SCB Cameroun, l'avenir de vos enfants est assuré. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision. Equinox Télévision, au-delà de l'image.